Bonjour à tous. On va se permettre de commencer maintenant qu'il est midi 3. Bienvenue à tous. Merci beaucoup de vous joindre à nous pour ce quatrième atelier thématique de notre démarche des États généraux sur le postsecondaire en contexte francophone minoritaire. On poursuit aujourd'hui cette série-là avec une réflexion sur les liens entre les établissements postsecondaires et les communautés francophones. Et comme pour les autres ateliers, l'événement d'aujourd'hui est divisé en 4 blocs, c'est-à-dire un premier où on aura des mots de bienvenue. Ensuite, on passera à la table ronde sur les liens entre les établissements et les communautés. On pourra se répartir en sous-groupes pour la discussion en troisième partie d'atelier et revenir finalement en plénière pour conclure l'événement. L'événement devrait se terminer d'ici 14h15, heure normale de l'Est. Donc, sans plus attendre, pour commencer cet atelier, je vais laisser la parole à Lynne Brouillette, présidente directrice générale de l'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne. À toi, Lynne. Merci beaucoup, Martin. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et j'avais vraiment hâte à cet atelier-là qui parle des établissements au cœur de leur communauté. Donc, les mots étaient bien choisis ici. J'ai bien hâte d'entendre les panélistes aussi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, comme vous savez, les établissements postsecondaires en contexte francophone minoritaire remplissent une mission civique qui est quand même différente de celle des établissements de la majorité. C'est certain que nos établissements sont des piliers du continuum de l'éducation en français et de la complétude institutionnelle dans les communautés. Vous savez également que c'est des vecteurs économiques dans les communautés où elles sont installées. Ils forment une main-d'œuvre bilingue, donc qui fait en sorte qu'on est capable d'avoir des services en français dans nos communautés. Les établissements sont également des pôles d'accueil des étudiants internationaux. Et on sait très bien qu'en majorité, les étudiants internationaux souhaitent souvent par la suite entreprendre une démarche d'immigration et s'installent dans nos communautés. Donc, leur mission civique fait des établissements des acteurs clés dans le développement et dans l'épanouissement des communautés. Et c'est pourquoi il est important de maintenir un dialogue entre le secteur postsecondaire et les communautés pour que les établissements puissent bien répondre aux besoins des communautés, des besoins émergents et en continuelle évolution. Donc, des besoins en matière de requalification, des besoins en matière de formation continue, formation initiale ou même de formation linguistique. Et d'ailleurs, on voit là, dans le contexte de la pandémie, on voit justement ces besoins qui sont multiples et qui sont changeants au sein des communautés. Et en tout dernier lieu, je veux mettre en lumière justement le partenariat entre nous et la FCFA dans le cadre d'un dialogue constructif et durable et structurant surtout, dans le contexte là, de cette démarche qu'on a entreprise, la démarche des États généraux. Donc là-dessus, je nous souhaite une bonne discussion et au plaisir de jaser avec vous tantôt. Merci beaucoup, Lynne. Je passe maintenant la parole à Alain Dupuis, directeur général de la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada. À toi, Alain. Merci beaucoup, Martin. Merci beaucoup à tout le monde d'être là en grand nombre là, pour ce quatrième atelier thématique, juste avant les vacances du temps des fêtes. Alors, on apprécie que vous êtes toujours disponibles et ouverts à venir partager vos idées. Comme vous le savez, là, le secteur postsecondaire, l'éducation postsecondaire, c'est une grande priorité des communautés francophones et acadiennes. L'ensemble du réseau d'organismes que nous représentons, porte-parole dans les provinces et territoires, mais aussi des organismes nationaux, voient ce secteur-là comme un secteur essentiel pour l'avenir de nos communautés. Et on a des inquiétudes face à ce secteur-là et on veut le renforcer avec vous. Et pour avoir des communautés vibrantes, il nous faut des établissements postsecondaires forts et agiles, mais aussi qui sont à l'écoute des aspirations et des besoins changeants des communautés francophones et acadiennes. Donc, on le sait, on le voit, il y a plein de collaborations qui existent déjà au niveau de
la production de données, des recherches originales sur nos communautés, des partenariats et des projets collaboratifs qui existent là déjà. Alors, je pense qu'on a une bonne base de pratiques exemplaires qu'on pourrait se partager aujourd'hui. J'ai hâte de vous entendre là-dessus. Mais aussi, je pense qu'il y a toujours place à amélioration. Comment est-ce que ce lien-là, établissement-communauté, peut-il être solidifié? Est-ce que nos établissements font une place de choix dans les structures de prise de décision pour des membres et des représentants des communautés? Comment est-ce que ce dialogue-là, on peut s'assurer que ça ne se fasse pas juste de façon ponctuelle lorsqu'il y a un besoin, mais qu'il s'agisse véritablement d'une relation continue qu'on maintient, qu'on solidifie dans le temps. Alors, je pense que c'est un peu tout ça aujourd'hui, notre réflexion. Pour y aller à fond pour renforcer ces collaborations-là, il va falloir créer des nouveaux espaces, il va falloir donner de nouvelles ressources pour ce maillage communauté-établissement-là. Mais je pense que plus on va renforcer ce lien-là, plus on va avoir des établissements qui vont aussi pouvoir continuer à croître et à montrer leur pertinence pour les générations futures. Donc, je nous souhaite vraiment des bonnes discussions. Puis imaginons vraiment là, ces établissements-là au cœur des communautés. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, un établissement au cœur de sa communauté? Très hâte de vous entendre. Donc, bonne discussion aujourd'hui. À bientôt. Merci beaucoup, Alain. Avant de commencer, quelques remerciements. Encore une fois, je veux remercier les 4 rapporteurs spéciaux qui nous accompagnent tout au long des ateliers thématiques. Encore une fois, c'est Mélanie Quitla, membre du CA du Réseau des cégeps et des collèges francophones du Canada, Serge Quinté de la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada, Martin Kreiner de la Fédération de la jeunesse canadienne-française et Laura Pelletier de l'ACFAS. Donc, merci à vous 4 de nous accompagner dans cette démarche. Je veux aussi remercier les partenaires de diffusion qui relaient nos messages, qui relaient nos annonces afin de rejoindre un public plus large. Il y en a plusieurs qui se joignent à nous et qui partagent fidèlement notre matériel promotionnel. Je veux aussi remercier notamment les 3 derniers organismes qui ont contribué à notre campagne. On en parle. Collège et Institut Canada, la Fédération culturelle canadienne-française et Rédé Canada. Et on en profite aussi pour remercier Patrimoine canadien pour son appui à notre démarche. Donc là-dessus, on peut déjà passer à notre table ronde sur les liens entre les établissements et les communautés. Donc, comme le disait Lynn, les établissements postsecondaires en contexte francophone minoritaire remplissent plusieurs fonctions qui les placent au cœur de l'épanouissement des communautés francophones en situation minoritaire. Et comme le soulignait Alain, les organismes porte-parole de la francophonie canadienne ont choisi de faire de l'éducation postsecondaire un secteur d'intervention prioritaire. Et donc, c'est pourquoi un atelier qui invite à faciliter et à mettre en lumière les maillages entre les établissements et les communautés devenait incontournable dans le cadre des États généraux. Les occasions de maillage entre les établissements et les communautés sont nombreuses, mais comme on l'a soulevé durant l'atelier sur la collaboration interinstitutionnelle, ces occasions doivent notamment reposer sur l'ouverture et la confiance des partenaires et aussi besoin de ressources et d'espace pour être imaginées et pour être déployées. Toutes les parties prenantes ont en commun la volonté de contribuer à l'épanouissement des communautés. Et pour y arriver, toutes doivent se donner les moyens pour reconnaître les expertises et les connaissances que chacune apporte au processus. Et donc, pour discuter des liens entre les établissements postsecondaires et les communautés francophones, nous avons rassemblé des gens qui partageront avec vous une variété de pratiques et de connaissances originales. Je vous présente d'abord Lise Bélan, vice-présidente Centre-Sud-Ouest, et Frédéric Boulanger, directeur du campus de Windsor du Collège Boréal. Adam Brown, qui est trésorier de l'ACFA. Kenneth Deveau, qui est vice-recteur à l'enseignement et à la recherche à l'Université Sainte-Anne. Sylvie Pinchot, qui est directrice générale du Conseil des ministres de la francophonie canadienne. Et finalement, Denis Simard, président de l'Assemblée communautaire fransaskoise. Donc, je vous remercie chaleureusement d'avoir accepté notre invitation. Donc, comme pour les dernières fois, à tour de rôle, chacun d'entre vous répondrait à quelques questions et à la fin de la table ronde, si le temps le permet, je pourrais relayer 1 ou 2 questions qui ont été posées dans la boîte de clavardage. Les participants sont déjà conscients du temps qui leur est imparti pour chacune des questions et au besoin, et je les aviserai qu'il faut passer au prochain intervenant. Donc, chacun d'entre vous avait été invité pour des raisons très particulières pour discuter de bonnes pratiques qui sont mises en œuvre
matière de maillage entre établissements et communautés. Donc, chacun votre tour, vous aurez quelques minutes pour nous présenter ces occasions de maillage-là ou ces bonnes pratiques que vous avez mises en œuvre dans chacun de vos contextes. Et donc, pour commencer, je vais donner la parole à Frédéric Boulanger du Collège Boréal. Et Frédéric, vous vouliez mettre de l'avant une pratique que vous avez pour faciliter l'intégration économique des nouveaux arrivants au Canada. Donc, je vous laisse la parole pour commencer. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Je veux tout d'abord commencer en disant que c'est un privilège de travailler pour un collège communautaire. Quand on dit privilège, on dit responsabilité. Un collège communautaire existe grâce à des fonds publics. Mine de rien, parce qu'on est financé par des fonds publics, on a une responsabilité envers les payeurs, les taxpayers dans nos régions respectives. Donc, on se doit de maximiser les ressources qui sont mises à notre disposition et s'assurer qu'elles sont au service des communautés où on est établi comme collège. Donc, responsabilité envers notre institution, envers nos clients, nos étudiants, nos partenaires, notre communauté. Et je comprends qu'on est une institution francophone, mais on a une responsabilité envers la communauté au sens large. Donc, il faut sortir de la boîte francophone le plus souvent possible pour assurer qu'on fait partie des discussions, pour identifier les besoins de nos communautés au sens large, parce qu'on a un rôle à jouer au sens large de la communauté où on se retrouve. Évidemment, comme collège communautaire, on est bien plus qu'un collège. On est un leader du développement humain et communautaire. On est une boîte à outils qui doit être accessible à la communauté, nos ressources humaines, nos ressources physiques. On est reconnu comme un leader ici à Windsor, bien entendu, au niveau de la promotion de la diversité. Comme collège, on a un devoir d'éducation au-delà de nos murs. On doit éduquer à chaque occasion qui se présente auprès des bailleurs de fonds, entre autres, des tables communautaires. Donc, on doit partager notre expertise sur plusieurs tables. Pour nous, ce qui est important, c'est de se rapprocher de nos communautés. Et l'option qu'on a prise, c'est de se rapprocher physiquement de nos communautés. Donc, quand on parle de rendre accessibles nos ressources physiques, c'est d'être capable d'accueillir at the edges of the community des organisations qui, généralement, ne font pas partie des discussions. Dans notre cas, c'était les associations culturelles. Bien entendu, on transige avec les organismes à but non lucratif francophones, comme probablement tout le monde ici. Nous, on est allé chercher les associations culturelles qui ne sont pas nécessairement structurées de façon formelle, puis on les a rapprochées, puis on leur a donné des espaces de bureau ici au Collège Boréal. Associations camerounaises, burundaises, rwandaises, congolaises, ivoiriennes. Puis là, évidemment, on pourrait ouvrir ça à plus d'associations, mais ce qu'on voulait, c'est de s'assurer qu'on est près d'eux pour pouvoir discuter au quotidien de ce qu'ils ont besoin, de comment on peut les appuyer dans leur succès, de construire leur capacité, de bâtir leur capacité comme organisation. Donc, évidemment, ça l'a amené des discussions où on a pu améliorer nos services, on a pu ajouter des services, on a pu collaborer sur des projets. L'un des projets sur lequel on collabore maintenant, qui leur permet de recevoir des fonds de nous directement, c'est un projet avec, donnez-moi 2 petites secondes, le CRSNG, donc le Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada, où on est en train, avec eux, d'évaluer un modèle d'intégration socio-économique propre à Boréal, piloté à Windsor d'abord en 2017, pour assurer une intégration socio-économique accélérée des nouveaux arrivants francophones, allophones, anglophones, tous nouveaux arrivants, et de se bâtir une expertise qui est bâtie sur un partenariat solide, qui sont les associations, pour être capable de faire la promotion d'un nouveau modèle qui pourrait être dupliqué à la grandeur de la province. Ça se fait présentement au niveau des sites du Collège Boréal, mais chez les autres fournisseurs de services. Donc, fournisseurs de services anglophones, Martin, être capable d'utiliser notre expertise au niveau de l'immigration pour influencer le bailleur de fonds, les fournisseurs de services locaux et globaux. Donc, on est vraiment
en rapprochement physique pour collaborer sur des projets bien spécifiques qui sont avantageux pour eux, pour nous, pour la communauté au sens large. Donc, on est dans un mindset d'innovation locale, impact global. Et ça se fait en rapprochement, en ouvrant les portes du collège et de comprendre qu'on est privilégié d'avoir des ressources et de les mettre à profit à la communauté au sens large. Merci. Merci beaucoup, Frédéric, pour cette entrée en matière fort intéressante. Je vais passer la parole à Adam Brown. Adam, vous êtes en Alberta, vous êtes à Edmonton. On sait aussi que les établissements postsecondaires, on le dit, sont au cœur de leur communauté, deviennent des pivots de leur communauté. Donc, pouvez-vous nous en dire plus sur comment ça se manifeste dans la communauté à Edmonton autour du campus Saint-Jean? Oui, bien sûr. Et puis, je vais noter aussi que moi, je suis un ancien du campus Saint-Jean et ainsi qu'un ancien président de l'association étudiante du campus Saint-Jean en 2017-18, je crois. Donc, c'est exactement ça. Le campus Saint-Jean, je dirais, c'est au cœur de la communauté franco-albertaine, au cœur des communautés plurielles de la francophonie dans l'Ouest canadien. Et je crois que les communautés ici sont très investies dans le futur du campus Saint-Jean. Il y a, ça donne des avocats, des médecins, des ingénieurs, des entrepreneurs, des infirmières, toutes sortes de disciplines sortent du campus Saint-Jean. Alors, ça donne une valeur immense à la communauté ici dans l'Ouest canadien. Puis du sens communautaire et en termes de collaboration communautaire et institutionnelle, le campus Saint-Jean, c'est un cas intéressant parce que c'est une faculté de l'Université de l'Alberta. Alors que c'est géré comme n'importe quelle autre faculté d'une grande université, d'une institution immense avec 14 facultés distinctes. Donc, il est vraiment important, je crois, que la communauté continue son implication puis continue son intérêt dans le futur de l'institution du campus Saint-Jean. Et c'est pourquoi, il y a quelques années, l'ACFA a eu le statut des Oblas qui ont créé le campus Saint-Jean dans un accord de 1976 qui transférait le campus Saint-Jean comme institution indépendante comme faculté de l'Université de l'Alberta. Alors, l'entente maintenant, c'est entre l'ACFA, l'Université de l'Alberta et le gouvernement de l'Alberta. Donc, il y a cet investissement-là que l'ACFA a pris. Et je pense avec ça, vous savez probablement, on a eu des difficultés en Alberta les dernières années avec le financement des institutions postsecondaires et notamment le campus Saint-Jean a eu un gros impact avec ça. Donc, des coupures budget du gouvernement provincial, des coupures de l'Université de l'Alberta. Il y avait aussi une réorientation de la structure de même de l'Université de l'Alberta qui a changé la façon, un peu la gestion du campus Saint-Jean au sein de l'institution. Mais on voit aussi les besoins communautaires qui continuent. Les écoles francophones, les écoles d'immersion, la croissance de la francophonie dans l'Ouest canadien est là, c'est présent. Et par ça, il y a aussi une demande en croissance pour le campus Saint-Jean en même temps qu'il y a des coupures budgétaires. Alors, on voit ces défis-là dans la communauté parce que, comme on disait, le campus Saint-Jean est la source principale en éducation postsecondaire pour l'Ouest canadien, pour la demande des conseils scolaires qui nous demandent pour les enseignants, pour les garderies à la petite enfance, l'éducation à la petite enfance. Il y a un bel programme pour ça au centre collégial de l'Alberta qui se situe, qui fait partie du campus Saint-Jean ainsi que la faculté. Donc, je crois que le campus essaie de répondre aux besoins de la communauté, mais c'est difficile lorsqu'on subit des coupures pas mal constantes dans les dernières années. Alors, en termes de relations institutionnelles et communautaires, c'est un peu la raison pourquoi la CFA a mené ce recours judiciaire envers l'Université de l'Alberta et le gouvernement de l'Alberta parce qu'il ne s'adresse pas autant aux besoins de la communauté avec le campus Saint-Jean, avec le futur du campus Saint-Jean. Alors, on espère vraiment que par
recours judiciaire, mais aussi avec du financement du gouvernement fédéral qui s'est présenté que le campus Saint-Jean a un futur de croissance, un futur de rétention des jeunes francophones en Alberta. Et c'est ça, l'institution continue à évoluer, mais cette collaboration avec la communauté dans son évolution est essentielle, même si ça fait partie d'une institution plus grande comme l'Université de l'Alberta. Cette collaboration, je pense, est là, puis la communauté est toujours là pour continuer cette collaboration. Parfait. Merci beaucoup, Adam, pour ce témoignage sur la situation en Alberta. Je vais passer la parole maintenant à Kenneth Deveau. Kenneth, l'Université Sainte-Anne évolue dans un milieu rural, peut-être plus éloigné des grands centres, mais a établi une relation très particulière avec la communauté dans laquelle elle évolue. Donc, si vous pouviez nous parler de certaines des bonnes pratiques qui ont été développées de maillage entre l'Université Sainte-Anne et sa communauté locale. Merci beaucoup, Martin. Merci de cette occasion. Salut tout le monde. Autant les panélistes que j'ai vu passer plusieurs noms familiers en rafale au fur et à mesure que les personnes entraient. Je vous salue tous. Cécile, donc, à l'Université Sainte-Anne, on prend notre rôle et notre place au sein de la francophonie canadienne et de l'Acadie de la Nouvelle-Écosse, plus particulièrement, très au sérieux. Notre personnel, nos étudiants, nos chercheurs sont tous impliqués ou en très grand nombre impliqués dans les organismes communautaires et très souvent vous des rôles de leadership. Et d'ailleurs, je dirais que c'est quelque chose qui est attendu de moi. Comme un des leaders de l'institution, actuellement, je préside la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse et notre recteur, Alistair Surette, préside le Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse. Certains parmi vous, vous nous connaissez peut-être aussi de par nos relations avec vous en siégeant sur différents conseils d'administration nationale. Donc, c'est quelque chose qu'on prend très à sérieux. Et je crois qu'on est là et notre communauté a besoin de nous autres là, autant pour notre expérience, nos compétences, que ce soit en gouvernance, mais aussi pour nos savoir-faire et nos savoirs tout court. En ce qui a trait au réseautage et les relations avec les gouvernements, c'est de par notre travail, on travaille quotidiennement avec les gouvernements, c'est quelque chose qu'on peut apporter à nos organismes communautaires. Ceux qui me connaissent, savez, vous m'avez peut-être vu ou lu de mes articles avant, j'ai fait ma carrière à travailler la théorie de la vitalité ethnolinguistique. Et on est souvent sur cette théorie-là à parler des facteurs démographiques et de la complétude institutionnelle. Mais moi, je vais vous parler du troisième, qui est le statut et le prestige. Et je crois que nos communautés ont besoin des établissements prestigieux. Ils ont besoin de croire que leurs universités ou leurs collèges sont les meilleurs. Et on a beaucoup travaillé cet aspect-là. Et c'est là où je rentre vraiment. Je vais peut-être illustrer avec un point ou un exemple, un projet qu'on a actuellement en Nouvelle-Écosse. On a créé à l'Université Sainte-Anne le Centre de recherche et d'innovation en qualité du homard. L'industrie du homard, d'abord en Nouvelle-Écosse, c'est la plus importante de la province. On parle d'un produit d'exportation de l'ordre de milliards. Et l'Université Sainte-Anne a su se positionner au cœur de cette industrie-là. Nos communautés l'étaient déjà, que ce soit Metighan, Chétican ou Petit-de-Gras, c'est des ports de pêche, c'est des pêcheurs de homards en grande partie. Mais nous, on a pu jouer le rôle d'université. Je dirais qu'aujourd'hui, avec ce centre-là, qui est très bien financé, on roule autour de 4 millions de dollars entre les arvents d'établissements et les projets qu'on a en cours. On a vraiment taillé notre place comme chef de file, pas seulement en Nouvelle-Écosse, mais au niveau de l'industrie, on a des aspirations mondiales, d'être vraiment un centre d'excellence. Et ça, pour nous autres, c'est archi important. D'abord parce que quand je suis à Metighan, les pêcheurs, ils comptent sur ça et ils savent ça, qu'on est là avec eux dans cette industrie-là qui est archi importante pour eux. Et si ce n'est pas nous autres, ça va être quelqu'un d'autre. Hein? Donc, pourquoi pas le faire à partir de notre communauté? Ça devient une contribution qu'on fait à notre communauté, mais c'est aussi une contribution que notre communauté fait à notre province et à notre société. Et peut-être, juste à titre d'exemple, et comment je vois ça, et une marque de succès encore. Récemment, je parlais avec le propriétaire d'une
des exportateurs d'hommes les plus importants, un de nos anciens. Et il me disait que depuis qu'on a engagé dans ce genre de projet-là, il dit, moi, je m'ai tout le temps dit que j'avais été à l'Université Sainte-Anne, mais c'était pas une vraie université au sens large, si on le compare à Dalhousie ou, je sais pas, l'Université de Toronto ou je sais pas trop quoi. Mais il dit, là, ma perception a changé. Je me sens comme si j'étais à une vraie université qui fait des vraies choses. Et ça je crois que c'est un témoignage qui résume très bien et qui me démontre à moi, et je crois qu'il nous démontre à nous à Sainte-Anne, qu'on est sur la bonne voie. Il y a des défis associés à ça, mais on pourra en parler plus tard. Merci, merci beaucoup, Kenneth, pour avoir mis de l'avant ce lien particulier avec l'industrie et la communauté. Ça va être très utile dans le cadre de cette discussion. Sylvie Pinchot, je vais vous passer la parole. Dans votre cas, vous êtes directrice du Conseil des ministres de la francophonie canadienne. Votre Conseil des ministres a entamé une étude sur les besoins en main-d'œuvre, mais en tant que tel, les gouvernements sont aussi des employeurs importants et qui cherchent à offrir des services en français. Donc, parlez-nous un peu du contexte dans lequel vous et vos gouvernements membres évoluent. Merci, Martin. D'abord, je vous remercie pour l'invitation, pour cette opportunité de faire valoir ou de vous présenter un peu les travaux qu'on fait. Et je pense que dans le cadre de ces travaux-là en particulier, ça peut venir appuyer les institutions postsecondaires dans leurs travaux parce que nous, on s'est rendu compte qu'au niveau des données sur le marché du travail, l'anglophonie est bien équipée et les institutions anglophones peuvent aller consulter ces données-là et faire des choix en matière de programmation grâce à des données probantes. Et la francophonie n'a pas accès à ces données-là. Nous, n'importe qui a vécu en région minoritaire sait que c'est impossible presque de recruter un adjoint administratif, une adjointe administrative. On sait que c'est difficile de trouver des inhalothérapeutes, mais on ne va pas trouver dans aucune étude gouvernementale ou dans les outils traditionnels, on ne va pas trouver de données sur la francophonie. Alors, au Conseil des ministres, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé par faire une étude de faisabilité pour aller voir quels outils sont disponibles et quels outils il faudrait modifier pour qu'on puisse avoir ces données-là et les mettre à la disposition des gouvernements pour faire des choix en politique publique, mais également des institutions postsecondaires pour orienter leurs actions et leur donner des outils aussi pour cerner de façon documentée les besoins de la communauté. Donc, cette analyse-là, cette étude a démontré quelques voies à suivre, une plus traditionnelle et une plus innovatrice, je dirais. Dans la plus traditionnelle, il y a bien sûr les outils dont dispose Statistique Canada. Alors, il y a moyen d'aller rentrer dans certaines enquêtes qui ont déjà cours, des questions peut-être plus pointues en lien avec la francophonie. Et l'autre aspect peut-être plus innovateur, c'est le moissonnage du web. C'est quelque chose qui commence à être exploré, mais on se rend compte que le web est extrêmement puissant pour nous fournir des données sur les postes bilingues qui sont actuellement disponibles au pays. Donc, si on avait eu ces outils-là il y a 15 ans, peut-être qu'on n'aurait pas une pénurie d'enseignants comme on a aujourd'hui. Je ne sais pas ce que seront les grandes pénuries dans 15 ans, mais c'est ce qu'on essaie de faire, d'aller documenter tout ça pour pouvoir cerner où sont les besoins puis vraiment orienter les efforts vers ces futurs besoins-là. Et Martin, tu l'as nommé, oui, les gouvernements, pour offrir des services en français, on a besoin de personnel bilingue. Et je ne pense pas qu'on peut, à ce moment-ci, tracer un portrait précis de tous les fonctionnaires francophones ou francophiles ou bilingues qui partiront à la retraite dans les prochaines années. Mais il faut aller cerner où seront les besoins pour pouvoir non seulement continuer à offrir des services en français, mais étendre l'offre des services en français. C'est une des missions du Conseil des ministres de la francophonie canadienne.
Merci beaucoup, Sylvie. On va terminer ce premier tour de table avec Denis Simard. Denis, en collaboration avec la Cité universitaire de l'Université de Regina, vous êtes à élaborer aussi un programme qui répondra directement à des nouveaux besoins communautaires. Donc, je vous laisse nous le présenter. Merci beaucoup, puis merci encore une fois pour l'invitation aujourd'hui. C'est notre honneur d'être là, puis surtout d'offrir peut-être une perspective un petit peu plus communautaire. Je ne vais pas enlever aucun crédit à tous nos institutions qui sont là aujourd'hui, mais d'apporter un peu l'autre côté de la médaille, l'importance de cette relation. Ça se va sans dire que c'est pas facile de travailler dans un contexte minoritaire. C'est pas facile, surtout, de se créer des institutions postsecondaires qui sont à l'image de nos besoins, qui vont assurer la pérennité de nos communautés, puis la Saskatchewan ne fait pas exception. En quelques phrases, je vais simplement dire que ça fait 50 ans et plus qu'on négocie avec l'Université de Regina pour façonner une place pour notre campus francophone sur cette université. Ça n'a pas toujours été facile, ça le demeure toujours difficile et c'est loin d'être à l'image encore de nos aspirations, mais nous y travaillons toujours. Des investissements d'au-delà de 50 millions de dollars ont été faits sur ce campus au nom de la communauté francescoise et nous tenons fort à ce que nous puissions continuer à répondre à nos besoins. Par contre, nous pouvons dire que nous avons fait du grand cheminement au cours des dernières années et vous l'avez mentionné, Martin, nous avons maintenant une institution qui s'appelle la Cité universitaire francophone de l'Université de Regina qui répond de plus en plus à nos besoins et nous espérons toujours à son développement. Travailler dans le contexte ici avec un gouvernement majoritaire qui soit ne comprend pas ou refuse de comprendre quelle est la réalité d'un contexte minoritaire est toujours difficile. Adam nous en parlait en Alberta de ce que vit le campus Saint-Jean. Sachez à quel point, même en Saskatchewan, que ce soit le Collège universitaire de Saint-Boniface, que ce soit vous au campus Saint-Jean, l'importance de ces institutions et ce que ça apporte dans l'Ouest canadien comme opportunité pour les jeunes. Et c'est sûr que pour nous, la Cité universitaire francophone, nous espérons, est porteur d'avenir pour notre communauté. Donc, on parlait de développement de programmes et justement, on est très content de pouvoir dire qu'on est en train de travailler à mettre sur pied 2 programmes particulièrement. Le premier, c'est un certificat bilingue en leadership et gestion communautaire. Ça fait déjà quelques années qu'on est en train de négocier ça et je dois vous dire que nous avons très hâte à ce qu'on puisse commencer à avoir la première cohorte de personnes qui vont pouvoir y participer. Comme vous pouvez vous imaginer, un certificat bilingue en leadership de gestion communautaire, ce serait un programme de formation à caractère expérientiel, flexible, rapide, qui s'inscrit à la fois dans le volet formation continue et la formation régulière. Les étudiants et professionnels inscrits à ce programme auront une méthode d'apprentissage immersive et basée sur des concepts pouvant être mis en pratique tant dans le travail que dans la vie personnelle. Ce programme favorise les échanges et les collaborations en pairs, ce qui permet de mieux comprendre les matières, de tisser des liens serrés et surtout d'enrichir son réseau de contacts professionnels. Ce certificat s'établit sur un parcours personnalisé qui s'adapte aux objectifs propres à chaque personne et offre un mentorat individuel pour développer de nouvelles compétences et propulser la carrière des individus. Faut s'imaginer que dans une communauté comme la nôtre, il existe une grande absence de compétences essentielles auprès des acteurs du développement communautaire. Je vais vous donner un excellent exemple. On a dans toutes nos institutions scolaires des foires de carrière. Puis dans ces foires de carrière-là, on va parler des enseignants. On va parler de devenir militaire, on va parler de devenir policier, on va parler de devenir avocat. Mais savez-vous de quoi on ne parle pas? On ne parle pas de devenir des agents de développement communautaire. On ne parle pas de devenir des directions communautaires de nos institutions francescoises. Et c'est un des grands problèmes auxquels on continue de faire face. Et donc, c'est absolument important qu'on puisse changer la façon dont on est en train de façonner notre avenir. Lorsqu'on a des opportunités de pouvoir vendre un peu la salade de qui nous sommes, c'est important qu'on en fasse des exemples, qu'on parle de les gens dans nos communautés qui deviendront et sont des modèles accessibles pour ces jeunes-là qui vont devoir continuer. Donc, ce programme de leadership communautaire et son développement permet de continuer à développer des gens qui souvent arrivent dans des postes par obligeance, qui arrivent dans des postes parce qu'ils sont les seuls dans ce petit village qui ont un intérêt à faire du communautaire, mais qui nécessairement n'ont pas toutes les compétences d'arriver comme direction communautaire. Et donc, vous vous imaginez une direction communautaire qui arrive en poste, une personne retraitée, peut-être un ancien enseignant qui se retrouve à la retraite, puis quelqu'un lui dit « On cherche une nouvelle direction communautaire, puis toi, tu es notre personne
personne. C'est ce qui arrive dans plusieurs de nos communautés, on ne se le cachera pas. Et là, ces gens-là arrivent en poste et malheureusement ne comprennent pas les finances, ne comprennent pas comment fonctionne du marketing, ne comprennent pas. Et donc, ce certificat va se vouloir une opportunité de formation continue pour les gens dans notre réseau. Puis aussi, veut pas, de se créer un peu un standard de formation qui va être un peu transversal dans tous nos organismes. Et on parle surtout des directions communautaires, mais on parle aussi de nos présidences, de nos conseils d'administration, qui se retrouvent souvent dans des rôles de leadership. Puis si vos communautés sont un peu comme la nôtre, on est aussi des fois à devoir pousser fort pour qu'il y ait des gens qui prennent la présidence de certains de nos organismes, parce que ce n'est pas toujours évident. Et l'expression anglophone « you were voluntold », on t'a choisi pour devenir la présidence de l'organisme. Ah, quel honneur, merci beaucoup, sauf que je ne comprends rien de ce que je fais. Et donc, absolument créer un programme de certificat qui va nous permettre que ces gens-là puissent être formés, comprendre et surtout être bien dans leur peau, avoir la capacité nécessaire de continuer ce qu'ils font. Et donc, je vous offre un peu une perspective communautaire. C'est un premier certificat. Le deuxième qu'on est en train de travailler avec la communauté, avec la cité universitaire aussi, c'est un baccalauréat bilingue en travailleur social. Comme vous pouvez imaginer, la Saskatchewan, par exemple, on parle d'à peu près 25% de la population qui souffre de défis santé mentale. Et donc, on peut parler post-pandémie, on peut parler toute une série de choses. Il va y avoir des énormes besoins dans notre communauté pour avoir des travailleurs sociaux qui vont être bilingues, qui vont pouvoir desservir la communauté francescoise. Donc, ce sont les deux programmes avec lesquels on travaille présentement, nos amis, la Cité universitaire francophone, en plus de vouloir continuer à développer cette institution pour qu'elle soit encore plus à l'image de nos besoins. Merci beaucoup, Denis, pour ces deux exemples. Et on voit aussi que ça a un écho. Là, José, je présume que c'est José Vaillancourt qui nous dit qu'il faut valoriser les carrières dans le communautaire aussi au sein de nos établissements. Merci pour ce premier tour de table. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on regroupe autour de la table, comme vous le disiez, Denis, vous êtes deux qui représentent le secteur communautaire, trois en fait, qui sont issus des établissements directement et quelqu'un qui est issu du réseau gouvernemental, si on veut. Donc, on a des perspectives très variées sur comment ce maillage-là peut se former, se développer. Mais comme la plupart d'entre vous avaient dit, ces maillages-là sont aussi ponctués de défis. Donc, je passerai la parole à Adam Brown pour commencer. Vous avez déjà fait allusion à certains des défis que vous vivez sur le terrain, mais je vous laisse développer sur ces défis-là. Oui, merci. Puis, comme je disais tantôt, c'est ça, ce maillage, ça dépend aussi pour le campus Saint-Jean sur la direction stratégique de l'Université de l'Alberta. Ce n'est pas juste le campus Saint-Jean qui peut déterminer sa propre direction, mais ça prend direction des administrateurs de toute l'institution. Alors, parfois, cette direction rentre en conflit avec les besoins ou les souhaits de la communauté francophone, parce que l'université est en train de servir non juste la communauté, bien sûr, mais d'autres communautés, d'autres régions de la province. Et en ce, avec, comme je mentionnais, les coupeurs budgétaires, je pense qu'un défi qu'on est en train de réaliser en Alberta, puis on en discute beaucoup dans la communauté ici, c'est l'offre de cours, l'offre de programmes aux étudiants au campus Saint-Jean. Et j'ai vu dans mon expérience personnelle plusieurs jeunes franco-albertains très passionnés par la francophonie qui s'en vont ailleurs, à l'Université d'Ottawa, aux autres institutions dans l'Est, parce qu'ils ne peuvent pas faire tout leur bac en français en Alberta, ce qui est pas mal le concept du campus Saint-Jean, c'est de pouvoir faire ça, c'est de rester dans l'Ouest canadien, faire toutes les études postsecondaires en français, mais ça devient de plus en plus un défi pour notre région et c'est ça, on voit des jeunes qui veulent rester en Alberta, qui devraient rester en Alberta, ils font le choix de quitter la province parce qu'ils peuvent l'institution de même ne satisfait pas leurs besoins et c'est une réflexion de la communauté. Alors, je pense qu'il y a des autres inquiétudes avec ça, notamment un genre un exode de cerveau, un brain drain pour la communauté francophone en Alberta si les gens continuent à quitter
Puis s'il ne revient jamais, ça va rendre les choses un peu plus difficiles pour la communauté. Alors, pour le campus Saint-Jean de s'adresser à ce défi d'offre de cours, je pense que ça va garder plus de jeunes en Alberta, puis ça va aider notre communauté. Comme je disais, c'est vraiment le cœur de la communauté franco-albertaine. Merci beaucoup, Adam. Je vais passer la parole à Kenneth. Vous aussi, vous avez fait référence à quelques défis dans l'établissement des partenariats. Je vous laisse nous les présenter. Merci encore, oui. Il faut parler peut-être de 3 défis et un peu de ma réponse. Je me permettrai peut-être aussi de réagir en quelque sorte aux commentaires à Adam. Le premier défi, vraiment, que je vois quand on ouvre une porte comme qu'on a ouvert nous à Sainte-Anne, c'est qu'on crée et on ouvre aussi la porte à des attentes qui sont très diverses et impossibles à rejoindre. Et c'est là où ça rejoint un peu Adam. On se trouve un peu dans une situation lorsqu'on doit faire, moi je dirais même pas tout ça qu'une grosse université anglophone doit faire, mais ici en Nouvelle-Écosse, tout ça, le réseau des universités anglophones fait. Et alors qu'on parle d'une université entre 5 à 600 étudiants avec un nombre limité de programmes. Donc, le premier défi, c'en est une d'attente et gestion des attentes. Le deuxième, c'est un défi linguistique. Quand on rentre dans un domaine comme le monde économique, ou on fait aussi du travail du côté de l'environnement, ou la bio-innovation, ainsi de suite, c'est sûr que la langue des affaires en Nouvelle-Écosse, au Canada d'ailleurs, en Amérique du Nord, c'est l'anglais. Et on a des défis au niveau de la gestion linguistique. Je dirais que c'est le troisième qui est le plus gros. Et c'est comment s'ouvrir à ces problématiques ici sans se perdre soi là-dedans. C'est un défi. Hein? Mais là, je crois que c'est là où on a notre gros avantage à l'Université Sainte-Anne. Je pense que nos collègues en Ontario sont commencés à le voir aussi. C'est qu'on a notre autonomie. Donc, même si on a le défi, Sainte-Anne est une université autonome et c'est à nous de gérer notre défi. Donc, le défi qu'Adam a, par exemple, un peu géré, ou Adam, je m'excuse, à gérer le maillage entre les priorités de l'Université de l'Alberta et les priorités de la communauté à la place de la faculté Saint-Jean entre ça. Mais nous, au moins, on a notre autonomie. Il y a une pauvreté qui vient avec ça, mais au moins, on a l'autonomie. Moi, je voudrais juste ajouter peut-être aussi un point. Moi, je suis moins préoccupé, plutôt qu'essayer de répondre à tous les besoins des francophones du côté des programmes. C'est sûr il y a certains programmes de base qu'on va vouloir offrir autour du leadership communautaire. Je trouve l'exemple de Denis très intéressant, la formation des enseignants. Mais ça me préoccupe un peu moins de voir des jeunes de la Nouvelle-Écosse quitter la Nouvelle-Écosse pour des programmes spécialisés, tant et aussi longtemps qu'ils restent au sein de la francophonie canadienne. Donc, s'ils s'en vont dans d'autres établissements francophones au Canada, et particulièrement des établissements dans nos communautés on a tous des réalités différentes mais semblables, je suis moins préoccupé par ça. Merci beaucoup, Kenneth. Sylvie, vous aviez aussi fait référence à certains défis, un défi d'accéder aux données notamment. Donc, vous pouvez peut-être prendre un peu de temps pour nous développer là-dessus, sur les défis que vous rencontrez. Bien, en fait, j'aimerais peut-être prendre cette opportunité-là on parle maintenant d'arrimage entre la communauté et les institutions. Moi, je pense à l'arrimage entre les institutions et les gouvernements, dans le sens où pour faire parler la francophonie de façon plus large, on compte sur les chercheurs, on compte sur les spécialistes dans les institutions. Et c'est là que pour nous, en service en français, par exemple, l'arrimage est vraiment important. On est en train, par exemple, de faire une campagne de sensibilisation, nous, à l'intérieur de nos gouvernements, sur les communications bilingues en français en temps d'urgence, comment c'est important, on l'a vu avec la pandémie. Mais si on peut utiliser les expertises des chercheurs dans les institutions postsecondaires pour aller influencer les étudiants en communication, dans l'anglophonie aussi, sur la réalité de la francophonie canadienne, ça, c'est important. Si on peut utiliser nos chercheurs dans nos institutions francophones pour préparer des contenus pédagogiques pour aller sensibiliser tous les étudiants en sciences politiques ou en administration publique sur les régimes linguistiques au pays, sur le fait qu'il y a une francophonie. Donc,
je pense que les arrimages entre les besoins qu'on a dans les secrétariats aux affaires francophones, dans le ministère aux affaires francophones, on a besoin de nos institutions francophones pour aussi nous nourrir avec vos travaux, vos recherches et vos connaissances. Merci beaucoup, Sylvie. J'entends là aussi un bon appel à l'action et à un meilleur arrimage. Je vais maintenant céder la parole à Denis. Les défis que vous avez aussi rencontrés, soit dans le développement des programmes ou dans les ambitions que vous avez pour votre institution locale. Oui, ben écoute, je vais être super franc. Et comme j'ai dit au début, hein, pour ce qui en est du campus de l'Université de Regina, ça fait déjà une négociation de 50 ans qu'on fait sur ce campus par rapport à vouloir avoir une institution qui a son propre statut académique, qui a essentiellement une équivalence sur le campus avec tout le monde d'autre. Puis je vais être très franc, jusqu'à très récemment, je vous dirais même les derniers 8 ans, on a pu bâtir un édifice sur le campus qui était ce qu'on dans le temps on appelait le Language Institute. C'est comme ça que l'Université de Regina a accueilli ces argents fédéraux qui sont venus bâtir une institution, un édifice sur le campus. Et ce qu'on a immédiatement fait, c'est qu'on a dit parfait, on va développer des programmes de English as a Second Language. Essentiellement, donc on est venu installer dans cette institution qui devenait une institution linguistique toutes les autres langues et on a minimisé la place du français. Et c'est là toujours ce qui est malheureux essentiellement dans des institutions minoritaires comme nous, c'est qu'à moins qu'il existe une incitation, soit économique, une incitation de réputation, une incitation qui permet à ce que l'institution voit pourquoi c'est intéressant de faire des avancées par rapport à des programmes francophones. Vous allez, depuis tantôt, je parle non seulement de programmes, mais je parle de programmes à certificat bilingue. Et donc, comment on doit essentiellement le vendre, c'est de dire que ce n'est pas entièrement en français, ce n'est pas entièrement en anglais, c'est un mélange des deux, parce que ça permet d'aller toucher le plus grand nombre de personnes possible. Et veut pas dans une réalité de contextuelle comme la Saskatchewan, c'est que ça aussi, ça nous ouvre la porte vers les programmes d'immersion, qui essentiellement nous arrivent avec des jeunes avec des compétences linguistiques qui sont un peu plus faibles, pas dans tous les cas, mais dans des cas, et ça permet à ces jeunes-là de pouvoir participer à ces certificats bilingues et de avoir accès à ces mêmes accès. Mais plus que ça, en toute franchise, c'est vraiment une position gouvernementale provinciale. Et donc là, on parle vraiment du ministère de l'Éducation postsecondaire de la Saskatchewan qui, jusqu'à quelques années, ne voyait pas nécessairement c'était quoi l'importance. Et donc, on a pu, au cours des dernières années, faire quelques actions, puis je vais vous les partager. La première, c'est qu'on a mis tous les campus de toutes les institutions postsecondaires de la Saskatchewan ensemble dans une salle, puis on leur a posé la question, quel est l'avenir du postsecondaire francophone dans cette province? Et on a créé un document qu'on appelle la Vision 2030, où même les institutions anglophones ont dû se positionner pour pouvoir dire comment ils pourraient venir appuyer l'éducation francophone dans la province de la Saskatchewan. Et donc, ça a permis pour la première fois qu'on mette tous les joueurs autour d'une table puis qu'on dise, écoute, ça peut représenter peut-être 1% de ce que tu vas offrir comme programme, mais ça va être quoi ce 1%-là? Puis comment est-ce que ça va répondre aux besoins de la communauté? Puis comment, surtout, ça va valoriser que nos deux institutions principales, notre institution collégiale, qui est le Collège Mathieu, et notre institution universitaire, qui est la Cité universitaire, vont être les centres de formation sur lesquels vous allez vous greffer pour venir appuyer les besoins de la communauté francophone. Donc ça a été des énormes travaux qui ont été faits au cours des dernières années, puis on doit être reconnaissant des leaders par rapport à tous ces dossiers-là. L'autre chose, c'est surtout maintenant, veut pas, c'est l'apport du fédéral. La place de négociation d'une communauté minoritaire comme la nôtre en Saskatchewan passe beaucoup par le fait que nous avons accès à une poche d'argent qui est unique, que nos anglophones n'ont pas aussi. Et donc, c'est sûr que pour nous, les investissements qui se font présentement au postsecondaire, mais surtout ce qu'on espère, on va voir dans la prochaine feuille de route 2023-2028, vont permettre des formations, des développements continus pour le réseau institutionnel, collégial, universitaire, francophone partout au Canada. Et donc, je dois simplement dire que ce n'est pas toujours facile, mais s'il y a bien une chose, puis vous en êtes tous, je suis certain, aussi témoins et acteurs, c'est qu'il est impossible de dire à un francophone qu'il ne peut pas avoir accès à quelque chose. Et donc, on est bien trop têtu.
et on va continuer à avoir nos petites chicanes puis faire ce qu'on a à faire. Et par le biais de partenariats avec des institutions comme chez nous, avec des institutions qui sont super importantes comme la Cité universitaire puis le Collège Mathieu, et un partenaire fédéral comme Patrimoine canadien et autres, on ne va pas manquer notre coup. Le défi, par contre, et je vous le partage, c'est que là, on annonce tout d'un coup qu'il y a une pénurie d'enseignants, ça fait quelques années là, quand même, et là, toutes les institutions anglophones en Saskatchewan sont en train de dire on veut développer des profs en français. Donc, mais ils ne veulent pas le faire avec nos institutions qui le faisaient déjà. Et donc là, on est à essentiellement toutes les mettre, on met autant de bâtons dans le roue que possible pour leur dire essentiellement, venez appuyer nos institutions qui font déjà ce travail-là, venez vous greffer à ce qu'on fait pour ne pas devenir un compétiteur dans notre petit terrain. Merci beaucoup, Denis. Lise, je vais vous laisser la parole pour ce tour de table sur les défis que vous avez rencontrés aussi, un campus dans le centre sud-ouest de l'Ontario et ce maillage avec les associations culturelles. Merci, Martin. Alors, nous, on se partage la tâche. Alors, je suis très fière de Frédéric, notre directeur de Windsor, d'ouvrir avec la première question. Et bonjour, Lynn, et merci de nous accueillir aujourd'hui. Pour nous, le Collège boréal, les défis, c'est-à-dire que quand tu fais une planification stratégique, c'est une opportunité à bien desservir ta communauté. Étant dans 37 sites, 28 collectivités, j'écho ce que Kenneth a dit, c'est de bien gérer les attentes. Mais le mandat, le défi, c'est de rester sur le mandat. Et le mandat et la mission du collège est très claire, c'est de faire épanouir et vraiment aider dans ces communautés à développer une main-d'œuvre hautement qualifiée. Un défi qui est très actuel aujourd'hui, c'est d'éviter le piège d'être tout pour tous. Alors que nous, notre modèle est un système intégré, c'est-à-dire qu'on fait un triage comme un hôpital. Quand un client, un étudiant, quelqu'un se présente chez nous, on demande les questions et on écoute aux besoins. C'est-à-dire, quel est le besoin? Le besoin de l'employeur, le besoin de la communauté, le besoin de l'étudiant, le client. Est-ce que c'est de la formation postsecondaire? Est-ce que c'est de la formation point? Est-ce que c'est un emploi? Alors qu'en intégrant tous nos services, que ce soit de l'alphabétisation, du rattrapage scolaire, du postsecondaire, un travail, un programme d'établissement, un programme d'intégration, est-ce que tu as besoin d'aider une famille? Ça se fait pas tout seul. Alors, la communauté a beaucoup de choses à dire là-dessus. Comment nous, on peut s'impliquer? Partenariat est essentiel et primordial au succès. Un collège a sa mission absolument, faire vraiment nourrir le savoir, la culture et s'impliquer avec ta communauté et la main-d'œuvre, les employeurs, question de besoin. Alors, dans une consultation de planification stratégique, un défi, c'est que les gens doivent se présenter puis dire, nous, c'est ça qu'on a de besoin à Hearst, c'est ça qu'on a de besoin à Toronto, c'est ça qu'on a de besoin à Ottawa. Alors, nos actes sont très clairs. Nos actes d'accessibilité, des programmes et services adaptés aux besoins de cette communauté, de la qualité toujours en programmes et services qui répond aux besoins de la communauté et un impact évident dans toutes ces communautés desservies. Alors, ce modèle fonctionne parce qu'il faut écouter est à l'écoute active et assurer que la communauté, et que ça soit bailleur de fonds ou que ça soit une association culturelle ou une association francophone, comment eux peuvent jouer dans ce guichet unique que tout le monde... Est-ce qu'on doit faire une référence en santé mentale? Est-ce qu'on doit travailler avec la CEFC? Comment on travaille avec le RCCFC? Comment on travaille avec SICAN? Comment on travaille avec nos bailleurs de fonds? Alors, éviter le piège qu'on peut tout faire. Ça prend vraiment un village. Moi, je viens d'un petit village, Gogama, qui est rural et on part de la maison à 13 ans. Il n'y en a pas de service. Laisse faire, il n'y a même pas un Wi-Fi encore aujourd'hui. Alors, quand on comprend que ce que la communauté a besoin, que ce soit urbain, rural ou complètement rural, on est là pour desservir et vraiment faire ce maillage important pour réunir les gens pour le succès à une main-d'œuvre hautement qualifiée. Alors voilà, merci Martin.
Merci beaucoup, Lise, pour cette intervention. On va faire un dernier tour de table. Vous avez déjà fait allusion à certaines de vos aspirations, à ce que vous souhaitez pour l'avenir, mais faisons un dernier tour de table sur cette question-là plus précisément. Kenneth, au-delà des défis, à quoi vous aspirez à partir de maintenant et à quoi, dans le fond, la démarche des États généraux pourrait aussi s'inspirer de vos aspirations pour établir un plan d'action? Oui. Et en fait, peut-être que je pourrais aussi répondre à une question en répondant à votre question par rapport à comment ça fonctionne, le lien avec les travailleurs du homard. C'est une question qui est passée dans le chat. Moi, c'est sûr qu'on aura toujours besoin de revendiquer, on aura toujours besoin des chiens de garde sur le plan communautaire, on aura toujours besoin de ressourcer et il y aura toujours un rôle pour les universités de la francophonie, les collèges, le secteur postsecondaire de la francophonie canadienne. Là, et même nous, d'ailleurs, on aura toujours, je crois, besoin de la CEFC là pour nous appuyer et défendre nos points de vue. Mais je parle un peu de mon inspiration. Je crois que si Antonin Meyer, je me rappelle d'une conférence et ça m'a marqué, j'y pense à chaque fois que j'embarque quelque chose qu'elle a dit. Elle dit là, une société, elle parlait de l'Acadie, une société comme la nôtre, là où elle est rendue, avec nos acquis, avec les attendus que je viens juste de donner, elle dit quand même, il faut voir quelle est notre contribution unique à apporter à la société. Comment est-ce qu'on peut rendre notre province meilleure, notre pays meilleur, notre monde meilleur? Et je crois que c'est là où, comme établissement postsecondaire, je crois que c'est là la contribution unique qu'on peut apporter à nos communautés en étant des leaders de développement. Et notre projet demande, bien, comment ça fonctionne, cette affaire-là? C'est l'une des industries les plus importantes en Nouvelle-Écosse et c'est certainement l'industrie la plus importante au sein des communautés acadiennes en Nouvelle-Écosse. Mais pourquoi pas Sainte-Anne comme leader? On peut être là pour appuyer les organismes communautaires et pour les défendre. Mais veuille ou veut pas, quand ça arrive à des questions de compétitivité, d'augmenter la compétitivité, pas seulement de nos communautés, mais de notre province, je pense que si nos établissements peuvent être là en train de contribuer à ça, ça ouvre la porte à beaucoup plus, autant pour nos communautés que nos établissements. Et c'est peut-être là, c'est que cette aspiration-là d'être des leaders du savoir, que ce soit de la mobilisation du savoir, que ce soit en formation, en recherche, ou en développement, ou en innovation. Il faut se trouver, moi je suis convaincu qu'il faut se trouver des créneaux qui vont nous permettre d'être là, sans nécessairement nous perdre nous-mêmes. Il faut qu'on reste quand même, ça doit être nos établissements qui étudient la francophonie, la langue, son épanouissement, et qui informent ces débats-là aussi, mais on peut être plus que ça. Merci. Merci beaucoup, Kenneth. Sylvie, de votre côté, comment vous voyez l'avenir de ce maillage-là entre les établissements et les gouvernements? Eh bien, ma position est difficile parce que je ne peux pas répondre pour 14 gouvernements. Vous le comprendrez. Mais je vais profiter, Martin, de l'opportunité pour vous féliciter à la CUFC et à la FCFA d'avoir organisé ces États généraux-là. Les ministres de la francophonie canadienne, ce ne sont pas les ministres de l'Éducation. Alors, je suis contente d'être ici aujourd'hui, mais on collabore avec les ministres de l'Éducation, avec les ministres du Travail, avec les ministres de la Santé, on essaie d'aller influencer un peu partout. Donc, je ne suis pas en position de dire quel serait le souhait de tous les gouvernements pour ce maillage, mais je peux vous dire que les ministres de la francophonie dans la prochaine année vont travailler beaucoup sur le développement économique et l'immigration. Et il y a certainement au sein de nos institutions francophones de l'espace pour l'accueil des immigrants, autant et non seulement au niveau des étudiants étrangers, mais également pour la formation continue des immigrants qui sont chez nous et qui vont arriver bientôt. Donc, je conclurai là-dessus mon intervention. Merci de m'avoir invité encore. Merci d'avoir été avec nous. On comprend tout à fait votre position. Bon, on voit bien comment ce maillage-là pourrait
pourrait quand même se développer ou les nouveaux angles qui pourraient être explorés pour ce maillage-là. Denis, je vous laisse intervenir là-dessus sur vos aspirations. Vous y avez souvent fait référence, mais je vous laisse conclure là-dessus. Merci beaucoup. Puis, écoute, je vais prendre l'opportunité pour parler d'aspirations très larges, mais qui touchent essentiellement, oui, le secteur, puis le communautaire. Mais écoute, je pense qu'il existe plusieurs formes de choses qu'on pourrait faire qui seraient porteurs d'avenir pour nos communautés. Le premier, je pense qu'il faut absolument briser le mur qui a déjà existé entre le communautaire puis le collégial universitaire. Il faut essentiellement que ce soit un partenariat dans sa pleine forme où un peut répondre aussi vite aux besoins de l'autre. Les institutions qui ont besoin d'un feedback de la communauté pour dire qu'avez-vous besoin, quelles sont les choses qui changent dans vos communautés, vos jeunes aspirent vers quoi, on doit être mieux à répondre à vos besoins de ce côté-là. Et de façon inverse, les institutions doivent pouvoir mieux répondre aux besoins de la communauté, comme je dis, un leadership communautaire. On parle ça peut être le saumon dans l'Ouest, ça peut être les homards dans l'Est, ça peut être et de trouver des façons de créer des façons que la communauté francophone soit leader partout où elle est au Canada, peu importe la province ou territoire. Puis donc, ces institutions sont fondamentales à ce leadership. Deux, veut pas, on parle aussi d'une question de poids démographique. On parlait de l'immigration, mais l'immigration, ça nécessite une reconnaissance des certificats, ça nécessite des formations continues, ça nécessite des réintégrations communautaires qui veut dire qu'on change de carrière parce qu'on arrive au Canada, on réapprend une nouvelle langue, on a toutes sortes de choses. Donc, cette relation, elle est fondamentale avec nos institutions pour pouvoir répondre à ces besoins-là. Pour la Saskatchewan, je vais parler tout simplement que ce soit nos programmes d'immersion francophones, on parle d'à peu près 600 jeunes qui sont finissants par année dans les différents programmes de la province. Et ces gens-là partent déjà à ce moment-là avec un désir de vouloir maintenir leur français. Puis je peux vous dire que malheureusement, de façon statistique, c'est moins que 20% qu'on retient présentement dans la province. Et donc, déjà, nous, notre retour sur investissement, il est très faible. On parle de 80% perte essentiellement, de pertes qui s'en vont vers d'autres provinces. Kenneth, tu le dis très bien, s'ils s'en vont vers d'autres institutions francophones, est-ce que ça nous gêne? Absolument pas. Par contre, je ne cache pas qu'une petite communauté comme la nôtre, un jeune, ça vaut 1 million. C'est les ressources que ce jeune-là peut rapporter, le leadership que ce jeune peut rapporter, et même espérant une femme et des enfants qui rapportent dans la communauté et qui fait grandir nos nombres, qui fait grandir nos célébrations, que ces gens soient artistes, que ces gens soient peintres, que ces gens soient auteurs, historiens, toutes ces choses-là contribuent à la vitalité de nos communautés. Donc, il existe de façon indivisible une relation entre nous et les institutions postsecondaires et tout ce que mon aspiration essentiellement, c'est qu'on trouve un mécanisme qui va permettre que dans un sens de on est tous sœurs et frères communautaires francophones et acadiens à travers du Canada, que ma cité universitaire francophone à Regina qui dit on a une cohorte de 10 jeunes qui s'en viennent en ce moment, qui veulent absolument étudier comment le homard peut devenir l'industrie principale du monde. Bien, qu'on peut se trouver une façon de jumeler nos 10 jeunes ici avec l'Université Sainte-Anne et qui peuvent quand même avoir une prise sur la Saskatchewan, mais avoir un ami de l'Université Sainte-Anne qui travaille avec nous pour créer ces relations-là. Et c'est là où je sais que l'IN et la CUFC travaillent énormément pour pouvoir créer ces liens, ces arrimages. Et c'est là pour moi un peu mon aspiration d'avenir, c'est que je n'ai pas en Saskatchewan que 2 institutions. J'ai l'ensemble du réseau qui est dans ma province parce que j'ai accès à toutes vos compétences, j'ai accès à toutes vos institutions, j'ai accès à tout ce que vous êtes en train de créer, tout en reconnaissant que notre désir, c'est que ça soit en partenariat avec nos institutions dans notre province pour continuer à les mettre en vedette puis à les faire grandir. Merci beaucoup, Denis, pour cet appel. Lise, je vous laisse aussi vous exprimer sur vos aspirations pour ce maillage-là entre les institutions et les communautés. Ben nous, on a un rêve, un grand rêve,
et j'appelle ça l'employeur avec de l'empathie. J'écoute tout ce que Denis a dit dans le sens d'avoir un body system, si vous me permettez, un mentor, une mobilité étudiante. Et j'écoute beaucoup avec les commentaires de Kenneth et surtout celle de Sylvie pour la recherche qui est important. Mais on n'est rien sans l'employeur qui a une empathie de prendre quelqu'un, immigrant ou autre, avec stage, vous lui donnez une expérience canadienne, si vous voulez, une éducation. Et nous, on est les experts, les éducateurs, mais surtout parce que peut-être cette personne-là qui arrive d'un autre pays ou qui arrive même de notre propre pays, ont pas toutes les compétences, langagières, mais qui osent aider cette personne-là. On parle souvent de compétences culturelles qu'on a besoin d'apprendre à quelqu'un qui arrive au pays. Nous, on parle de compétences culturelles pour l'employeur également, qui ose prendre quelqu'un, lui donner cette chance à s'intégrer dans un sens économique et social, qui va apporter la personne avec les niveaux importants d'apprentissage en savoir-être et en savoir-faire. Alors que qui complète ce qu'on veut dire comme dans un sens holistique. La communauté avec l'employeur qui ose développer quelqu'un à son plein potentiel, que ça soit du upskilling, que ça soit des microcrédits, que ça soit du temps qu'ils peuvent donner à vraiment saisir la langue. Nous sommes riches en langue. Le français va devenir une des langues les plus importantes par 2030. Alors, aujourd'hui, quelqu'un qui arrive, qui veut avoir cette expérience, alors l'employeur avec de l'empathie à développer, disons, la tendance importante, le créneau important qui se passe dans cette communauté, que ça soit en affaires, que ça soit en informatique qui est très important, que ça soit en santé, surtout santé, ou que ça soit même en communautaire, comme Denis a dit, administration publique, si vous voulez. Alors, ce genre de choses, mais le clé, selon nous, est vraiment l'employeur avec de l'empathie. Ça, c'est un souhait, un rêve, parce qu'avec cet employeur, nous aide à développer une main-d'œuvre hautement qualifiée et bilingue qui continue le continuum de la PAL, le continuum d'apprendre le français, non seulement arrêté au secondaire, mais de l'apporter pour des générations à venir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lise. J'ai Denis qui veut faire un court commentaire pour réagir à ça très rapidement, puis je vais laisser la parole à Adam pour conclure la table ronde. En fait, c'est pas nécessairement pour réagir, mais c'est que je me pardonnerais pas si je mettrais pas que l'aspiration de la communauté fransaskoise aussi serait nos deux institutions qui soient à la hauteur de nos attentes. Hein. Un collège fédéré qui serait l'Institut français ou la cité universitaire, puis essentiellement le collège et l'université qui travaillent ensemble, qui auraient toutes les ressources nécessaires. Donc, je pourrais pas me pardonner si je dis pas au moins ça. Merci beaucoup, Denis. Et je ne serais pas surpris d'entendre quelque chose de similaire de la part d'Adam, mais je vous laisse conclure aussi. Oui, c'est exactement que j'allais mentionner aussi, un peu comme Denis et Kenneth ont parlé. On continue toujours des discussions, des conversations en Alberta sur le futur du campus Saint-Jean en termes de sa modèle du gouvernance. Si ça vaut la peine de chercher un modèle plus fédéré, peut-être comme l'Université de Saint-Boniface, par exemple, avec son lien avec l'Université de Manitoba. Je crois que le lien entre l'Université de l'Alberta et le campus Saint-Jean est essentiel pour garder des profs et une certaine crédibilité à l'institution, mais en termes de financement, en termes de gestion et connexion à la communauté, ça vaut la peine toujours de continuer à explorer ces sujets. Et l'autre chose que je voulais élaborer sur les aspirations, c'est que les institutions, en particulier, je crois, dans l'Ouest, mais bien sûr partout au Canada, les institutions postsecondaires en français, ça ouvre les portes pour les gens à la francophonie canadienne. Ça ouvre les portes pour les immigrants, bien sûr, les étudiants internationaux, mais aussi pour les étudiants venant de l'immersion. Moi, je suis venu de l'immersion et c'est dès mon arrivée au campus Saint-Jean que j'étais capable de voir que, wow, la francophonie canadienne existe. Je me suis impliqué maintenant depuis plus de 6 ans. Et donc, je crois qu'il y a une nécessité de garder ces institutions comme une façon d'incorporer les gens comme moi qui sortent des écoles d'immersion dans la communauté pour la croissance de la communauté comme ça aussi, parce que moi, je me sens maintenant très fort d'être un fier francophone. Même si je ne parlais pas vraiment un bon français il y a 6 ans, mais c'était
c'était grâce au Campus Saint-Jean, puis grâce à cette institution que j'ai pu découvrir cette partie de mon identité. Alors, j'espère que dans le futur, en bâtissant des institutions de même, comme le campus, comme le Boréal, comme la cité collégiale Sainte-Anne et de plus, on est capable d'ouvrir les portes pour les gens à découvrir c'est quoi la francophonie canadienne. Donc, merci. Merci beaucoup pour ce commentaire, Adam. Mais ça fait écho d'ailleurs à une étudiante qui était sur le premier atelier, Chiara Concini, qui est étudiante au Campus Saint-Jean, qui était issue des écoles d'immersion et qui a aussi fait cet appel-là à utiliser les établissements postsecondaires comme porte d'entrée sur la francophonie canadienne. Donc, c'est un message qui revient et qui s'applique très bien dans le cadre de cet atelier-là. Ben, j'en profite pour vous remercier tous les 6 du temps que vous avez consacré à notre démarche aujourd'hui. C'était un atelier très inspirant et qui, j'espère, va bien nourrir la discussion dans les sous-groupes qu'on établira dans les prochaines minutes. Donc, encore une fois, je vous remercie. Lise Bélan et Frédéric Boulanger du Collège Boréal, Adam Brown de la CFA, Kenneth Deveau de l'Université Sainte-Anne, Sylvie Pinchot du Conseil des ministres de la francophonie canadienne et Denis Simard de l'Assemblée communautaire francescoise. Merci beaucoup du temps et de l'énergie que vous avez consacré à nous aujourd'hui pour cette démarche.